Alors pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Moi je suis Alexandre Arnaud, je suis avant-vente chez WatchGuard. Aujourd'hui on va parler de ThreadSync, qui est la solution XDR que propose WatchGuard. Pour rappel, mais après je pense que vous connaissez le principe, hein, de fonctionnement. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser via la petite box de questions. J'ai Jérémy et Pascal qui sont avec moi, qui essaieront de répondre aux questions en fonction de ce que vous demandez. Sinon on refera, je pense, un petit tour sur tout ça à la fin du webinaire. Sachez juste que le webinaire est enregistré. Il sera partagé, alors non pas à la demande, mais il sera mis à disposition sur le site de la chaîne YouTube de WatchGuard France. D'accord. Si vous n'avez pas l'URL, on pourra vous la donner. Et si vous voulez voir le webinaire, du coup, vous pourrez aller regarder, jeter un œil sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler de ThreadSync, d'XDR d'une manière plus générale. Au niveau de l'agenda, euh, on va avoir quatre parties sur la présentation. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu d'XDR, il y a pas mal d'interrogations autour de ce concept. Ensuite, on parlera plus précisément de ThreadSync, donc qui est encore une fois la solution XDR proposée par WatchGuard. Je vous ferai une petite démo de la solution, voir un petit peu ce qu'on retrouve sur les dashboards, ce qu'il est possible de faire, etc. Et après, on parlera en plus de vision, on va dire, et de ce qu'on pourra faire à terme avec ThreadSync, d'accord, quand la solution sera enrichie par d'autres éléments. Donc, on vous le répète sans cesse, c'est du classique, mais le paysage des menaces évolue constamment et devient de plus en plus complexe aujourd'hui. Les hackers vont toujours trouver des moyens de contourner les solutions de sécurité mises en place. Ils vont exploiter les zones d'ombre introduites par des solutions de sécurité qui travaillent chacune dans leur coin et qui ne peuvent pas fournir du coup d'informations corrélées et surtout fournir ces informations d'une manière centralisée. Donc, c'est dans ce contexte où vous entendez de plus en plus parler d'XDR, d'accord, de ce concept. Il y a un buzz énorme autour de ça. Au final, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment est-ce que ça fonctionne? C'est vrai que c'est des questions qu'on nous pose assez régulièrement. C'est ce qu'on va essayer les questions auxquelles on va essayer de répondre, pardon, dans les slides qui suivent. Donc, dans tout ce joyeux bazar, on se rend compte que deux éditeurs ne définissent pas le XDR de la même façon. Personnellement, j'ai l'impression de revenir un petit peu en arrière à l'époque où on commençait à entendre parler du SD-WAN, où c'était pareil, c'était un concept assez flou. On mettait un peu tout et n'importe quoi à l'intérieur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le SD-WAN, c'est toujours pareil, hein, on trouve tout et n'importe quoi, et donc c'est un concept qui reste assez nébuleux. Toujours est-il que pour revenir sur la partie purement XDR, il nous semble important de démystifier cet énième acronyme car aujourd'hui, en fait, le XDR est quelque chose qui est indispensable. C'est pas juste un effet de mode, c'est quelque chose qui est là pour durer et qui est indispensable surtout pour fournir une approche de sécurité pertinente et d'une manière plus globale qui va permettre de mieux appréhender les menaces et de fournir un meilleur niveau de sécurité à vos clients. Donc, qu'est-ce que le XDR? Alors, on va prendre des définitions de base. Déjà, l'acronyme, donc Extended Detection and Response. D'accord, donc c'est un outil qui va permettre d'apporter d'une manière plus globale, ce que je disais tout à l'heure, des mécanismes de détection et de réponse à des menaces. Si on prend plus basiquement, alors, basiquement entre guillemets, la définition du Gartner, en fait, euh, XDR est vu par le Gartner comme étant un outil qui va être spécifique à un éditeur, donc de détection de menaces et de réponse à incidents. Et cet outil va permettre d'unifier des données de plusieurs produits ou plusieurs sources de sécurité au sein d'un seul système d'opération de sécurité centralisé. D'accord. Si on décode un petit peu tout cela, XDR donc, va être un produit, une plateforme qui va être alimentée par plusieurs sources de sécurité. Ça peut être du endpoint, du firewall, du cloud, du MFA, du Wi-Fi, etc. Et cette plateforme va permettre de corréler tous les renseignements remontés par ces différentes sources et de ce fait va permettre de fournir des moyens de détecter et de répondre à des incidents de sécurité de façon beaucoup plus globale. D'accord. XDR, pour être réellement efficace, doit être spécifique à un éditeur, dans la mesure où seul un éditeur d'une solution propriétaire va être capable de définir des réponses pertinentes directement au niveau du code de la solution. Alors, en parallèle de ça, en fait, on voit beaucoup le concept d'OpenXDR qui apparaît. D'accord. Donc, en gros, ce concept aura une volonté de normalisation, d'accord, des informations qui vont être remontées pour permettre à des produits de différents éditeurs d'alimenter la solution XDR d'un éditeur tiers, okay, pour que cette solution
d'XDR ou d'OpenXDR puisse corréler justement les informations remontées par des produits de différents éditeurs. Mais on peut se poser la question dans ce genre de situation, en fait, de la pertinence qui va être apportée à un événement particulier. En fait, sur de l'XDR, il y a la partie response qui est très importante. Sur de l'OpenXDR, on peut se dire que on va plus être sur une technologie qui va faire de l'extended detection and de l'alerting plutôt que de la réponse, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a que l'éditeur qui va maîtriser le code de son produit qui va pouvoir automatiser derrière des éléments de réponse. Donc, la partie OpenXDR, à voir dans le futur comment ça va évoluer. Et si jamais vous voulez une version, une définition plus courte du XDR, en quelques mots, en fait, ça va être un outil SaaS qui augmente les possibilités de détection et de réponse des menaces tout en fournissant une vue simplifiée de ces dernières depuis un seul et même endroit. C'est là que chez WatchGuard, nous avons donc la plateforme ThreatSync qui rentre dans ce concept-là et qui va permettre de répondre justement à cette problématique. Je vous en parle un petit peu après. Donc le XDR est défini comme une technologie de sécurité qui va protéger l'infrastructure informatique en offrant une meilleure visibilité, une analyse rapide des menaces et une réponse plus rapide. Ça va agir comme un outil qui intègre donc plusieurs produits de sécurité dans une seule et même plateforme de sécurité unifiée et qui va renforcer la capacité de détection et de gestion des incidents liés à la sécurité. Donc en offrant une vision unifiée sur plusieurs vecteurs d'attaque et en donnant aux organisations une vue complète du paysage des menaces dans l'ensemble du système d'information, en fait, ça permet d'être, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus rapide sur les détections et on peut automatiser les mécanismes de réponse. Donc, il y a trois phases, on va dire, dans trois éléments dans une plateforme d'XDR. Donc, la première étape va être l'analyse des données, d'accord? Donc, l'XDR, comme je le disais tout à l'heure, va collecter des données à partir de plusieurs sources, terminaux, serveurs, réseaux, etc. Et va agréger, d'accord, tous ces contenus au sein de la plateforme. Lors de cette agrégation, la plateforme va effectuer une analyse des données et va corréler le contexte des divers éléments reçus. Ça va éviter aux équipes de sécurité de traiter de gros volumes d'alertes de sécurité d'une part, et ça va leur permettre de se concentrer sur les signaux ou les alertes hautement prioritaires. En phase 2, on va avoir la phase de détection des menaces, d'accord? Donc, l'XDR va offrir une excellente visibilité sur l'infrastructure informatique globale d'une organisation, ce qui permet à la solution d'examiner les signes de toute menace détectée et de signaler les menaces critiques nécessitant une réponse uniquement. Cette notion de visibilité va permettre également aux entreprises de se focaliser que sur les comportements anormaux et avérés, c'est-à-dire que les informations qui vont être mises à disposition dans la console centralisée sont déjà des informations consolidées et priorisées. Donc, tout le travail de tri, en fait, va être fait en amont par l'intelligence artificielle. Et enfin, en étape 3, ça va être la réponse à une attaque, d'accord? C'est presque une des parties les plus importantes, on va dire. Donc, XDR va pouvoir contenir dans un premier temps et supprimer toutes les menaces détectées, d'accord? Et par la suite, on va pouvoir mettre à jour des politiques de sécurité pour s'assurer qu'un incident similaire, ayant le même schéma, on va dire, ne se reproduise pas dans un avenir proche. Donc, XDR, ça va être une nouvelle façon d'appréhender les menaces sur plusieurs couches de sécurité. Je le répète, mais c'est pour être sûr que ce soit, que ce soit bien compris. D'accord? Endpoint, serveur, réseau, etc. Ça va permettre une détection plus rapide des menaces, des temps d'investigation et de réponse améliorés grâce à des analyses de sécurité qui vont utiliser l'intelligence artificielle et le big data. Donc, c'est pas exactement une nouvelle technologie ou une innovation tombée du ciel. En fait, XDR est plutôt une nouvelle approche de la sécurité qui va permettre de combiner des connaissances de systèmes anciens. Alors quand je dis ancien, je le mets entre guillemets, j'y viens juste après, en une solution beaucoup plus robuste et efficace. En fait, l'XDR va s'appuyer sur tous les enseignements tirés des technologies cloud telles que l'EDR, le NDR, etc., qui sont aujourd'hui considérés comme ayant atteint un bon niveau de maturité sur les dernières années. Et XDR donc intègre ces technologies et grâce aux possibilités offertes par le cloud et aux capacités d'analyse et d'apprentissage automatique de l'intelligence artificielle, va fournir une approche plus centralisée et complète de la sécurité. Donc XDR en fait, si je reprends l'exemple, je parlais de l'EDR tout à l'heure, va continuer là où l'EDR s'arrête. En fait, la principale limite d'une solution EDR va résider dans le fait qu'il ne peut détecter et répondre aux menaces que et uniquement sur les terminaux qu'il gère. D'accord? Là où XDR va aller plus loin, car il assure la détection et la réponse en adoptant une approche à plusieurs niveaux. Et il va étendre la portée de l'EDR en utilisant les dernières technologies pour corréler les possibilités de menaces
et donc faire rentrer dans la ligne de défense, par exemple, la partie firewalling, la partie MFA, la partie Wi-Fi, etc. Ça, je vous le montrerai un petit peu tout à l'heure sur la partie démo. Euh, donc l'XDR va rajouter de la valeur en consolidant plusieurs produits de sécurité dans une plateforme cohérente et unifiée de détection et de réponse aux incidents de sécurité. Et il va également offrir une gamme d'avantages de sécurité qui vont équiper les organisations d'une protection globale, flexible et efficace contre les menaces. Euh, la visibilité unifiée sur toutes les données permet de détecter et de répondre automatiquement aux attaques sophistiquées, va rationaliser les notifications, hiérarchiser les incidents et augmenter la productivité des équipes qui vont devoir gérer justement toute cette partie sécurité, alerting, etc. En fait, jusqu'à aujourd'hui, euh, les entreprises ont été obligées d'adopter un nombre toujours croissant d'outils de sécurité pour faire face aux menaces actuelles, avec du coup autant de vulnérabilités différentes à prendre en compte, un si large éventail de cyberattaques potentielles à détecter et à combattre, une bonne répartition des outils de sécurité était essentielle. Aujourd'hui, on parle de MFA, on va parler de, euh, de firewalling, DR, etc. Cependant, le fait d'avoir autant d'outils de sécurité peut être à double tranchant, parce que si chacune de ces solutions est cloisonnée, donc ce qui est le cas aujourd'hui malheureusement la plupart du temps, elles vont fonctionner toutes indépendamment des autres. Le fait que ce fonctionnement soit totalement indépendant fait que, en plus du temps passé à faire le tour de toutes les consoles pour regarder ce qu'il s'y passe, on rajoute toutes les autres tâches informatiques ou de sécurité quotidienne, la réponse aux demandes des utilisateurs, etc. Au final, il va rester très peu de temps pour monitorer sérieusement des éléments qui peuvent représenter un risque de sécurité. Et le fait d'avoir tous ces outils cloisonnés rend également difficile la possibilité d'avoir une vue précise et globale de la situation de sécurité d'une entreprise. Chaque outil va offrir une vue limitée de son propre domaine de spécialisé, qu'il s'agisse d'une attaque par brute force ou de la détection de logiciels malveillants par exemple. Mis bout à bout, le résultat va être un ensemble de pièces de puzzle en fait qu'il va falloir passer du temps à assembler pour obtenir une image complète de la sécurité du système d'information. Pire encore, assembler ces pièces de puzzle va faire perdre un temps crucial en cas de cyberattaque active. Si l'équipe est obligée de naviguer entre une demi-douzaine d'outils différents pour maîtriser une attaque en cours, l'acteur de la menace lui aura un énorme avantage et une énorme longueur d'avance dans l'exécution de son attaque. Donc aujourd'hui, il est indispensable justement d'abattre ces cloisons pour optimiser le temps de réponse et avoir une chance de faire face aux cyberattaques rapides. Cependant, à moins qu'ils ne soient publiés, donc ces différents éléments de sécurité, par le même fournisseur, les outils examinant différents domaines se prêteront rarement à l'interopérabilité, les uns avec les autres. Donc la réponse va consister à lier l'ensemble de la suite à une seule plateforme en fournissant aux personnes qui gèrent la sécurité, encore une fois, un tableau de bord central pour surveiller et contrôler toutes les actions et toutes les solutions d'un seul et même endroit. Donc, il est essentiel que les solutions de sécurité sortent de ces silos. Il est important que les organisations de sécurité tiennent compte de l'architecture de leurs solutions de sécurité en s'assurant qu'elles sont suffisamment ouvertes et flexibles pour déployer et exécuter une approche de sécurité complexe sans se faire justement fermer dans des silos. Donc de là, l'activité quotidienne peut être automatisée à partir d'un point de contrôle unique, ce qui permet d'économiser plusieurs heures chaque jour si les solutions peuvent fonctionner ensemble d'une manière complémentaire. Comme on dit aux États-Unis, less is more, et c'est une bonne chose sur le principe. Donc l'XDR, justement, comme on vient de le voir, les éléments cloisonnés vont induire des zones d'ombre, ils vont faire perdre du temps sur la détection de menaces et la mise en œuvre d'une réponse appropriée, car encore une fois, on ne peut pas avoir d'alerte corrélée et de manière centralisée avec des outils cloisonnés. Donc l'XDR va répondre justement à cette problématique. Une question qu'on nous pose de temps en temps, c'est XDR, très bien, vous faites de l'EDR, maintenant on commence à parler d'XDR, c'est encore une fois un énième acronyme dont on parle. En fait, comme je disais tout à l'heure, je le répète, mais XDR c'est une évolution naturelle de la détection et de la réponse donc de l'EDR, qui lui se concentre principalement sur la sécurité des terminaux. XDR va permettre d'élargir la portée de la sécurité en intégrant une protection à une plus large gamme de produits, terminaux, réseaux, messagerie, etc. Et à partir de là, XDR va combiner la prévention, la détection, l'investigation et la réponse en offrant une visibilité des analyses, des alertes d'incidents corrélés et des réponses automatisées pour améliorer la sécurité des données. C'est donc une évolution de la détection et de la réponse au-delà de l'approche actuelle qui consiste à une solution particulière et qui va s'adresser à une problématique particulière, donc à un vecteur unique de problème. De toute évidence, la détection, donc l'EDR, en gros, est
indispensable aujourd'hui, mais malgré l'étendue de ses capacités, ce que je disais tout à l'heure, EDR reste limité car il va protéger uniquement les postes qui sont maîtrisés, d'accord? Et l'XDR permet justement d'étendre cette protection et d'offrir un niveau de sécurité beaucoup plus élargi. Et toutes ces restrictions justement de produits cloisonnés vont finalement limiter l'efficacité de la réponse au sein d'un SOC, par exemple. Donc le but de l'XDR est de faciliter un petit peu le travail de ces personnes-là. De même, la portée des outils d'analyse du trafic réseau va être limitée au réseau et aux segments de réseau surveillé. Les solutions de surveillance réseau vont avoir tendance à générer un nombre considérable de journaux et la corrélation entre les alertes réseau et les autres données d'activité est essentielle pour donner du sens et générer de la valeur à partir des alertes réseau. Donc XDR va briser les silos causés par ces outils de sécurité disparates en utilisant encore une fois une approche centralisée qui rassemble, détecte les menaces de plusieurs domaines de sécurité, va ensuite corréler automatiquement ces alertes de sécu en les transformant en incidents consolidés qui permet d'offrir aux équipes une plus grande visibilité sur les attaques grâce à de la hiérarchisation d'incidents et en les aidant à comprendre le niveau de risque des menaces. Voilà pour la partie XDR, du coup, j'espère que c'est un petit peu plus clair maintenant. Et on va passer sur la partie ThreatSync, donc comme je vous disais, qui est la solution XDR proposée par WatchGuard. J'imagine que tout le monde, tous les participants connaissent cette slide. Si c'est pas le cas, il faudra qu'on en parle un petit peu. En gros, c'est les différents niveaux de licences qui sont disponibles sur les Firebox. L'heure est grave. J'imagine que vous le savez, que vous avez vu les news passer, mais depuis début mars, la brique TDR du coup a disparu. D'accord. Après presque 6 ans de bons et loyaux services, le TDR tire sa révérence. Alors pour rappel, et pour ceux qui ne connaîtraient pas le TDR, c'est une fonctionnalité qui permettait de faire de la corrélation entre les activités réseau et ce qui se passait sur les postes de travail via l'installation d'un agent sur ces derniers, agent qui s'appelait le host sensor. En y pensant, en y réfléchissant un petit peu, on peut se dire que le TDR était un peu l'ancêtre du XDR. Pour ceux d'entre vous qui ne supportent pas l'abandon de ce module, pardon, alors ça reste entre nous, mais si jamais vous croyez cet homme, c'est lui qui est à l'origine de la fin de TDR, donc tout est de sa faute, vous pouvez lui demander des comptes si vous le souhaitez. Ceci dit, en y réfléchissant un petit peu, comme je disais, TDR est vu en tout cas comme l'ancêtre de l'XDR, et en fait, aujourd'hui, à la place de la brique TDR qui était inclue dans la Total Security Suite, d'accord, on va avoir une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle EDR Core. Donc, le monsieur que je vous ai montré juste avant, au final, ne l'embêtez pas trop si vous le croisez, parce que c'est lui qui développe cette partie EDR, ThreatSync, EDR Core et ThreatSync, etc. Donc, laissez-le tranquille, comme ça, il pourra nous faire les évolutions qui vont bien sur la plateforme. Donc, EDR Core, qu'est-ce que c'est En gros, c'est un petit peu le même principe que sur le TDR, d'accord? Parce que le TDR était une bonne solution pour compléter une autre solution antivirale. Ça va être pareil pour le DR Core. Euh, Sauf que le DR Core va aller plus loin parce qu'il va permettre de détecter des malwares qui échapperaient à des solutions antivirales classiques. Ceci dit, il faut garder en tête que EDR Core n'est absolument pas fait pour remplacer une solution d'antivirus autonome. D'accord? C'est quelque chose qui va venir en complément. Si jamais chez un client, par exemple, vous voulez remplacer une solution antivirale qui est en place, alors il vous faudra plutôt partir sur de l'EPDR, d'accord, qui offrira un niveau de sécurité beaucoup plus élevé et qui fonctionnera sur la plateforme ThreatSync XDR de WatchGuard. Donc EDR Core s'appuie sur la technologie de protection de WatchGuard Endpoint que nous fournissons, d'accord. Ça utilise le même agent. La protection contre les ransomware, qui était connue sous le nom de HRP pour les nostalgiques du TDR, fonctionne toujours en combinant un système de fichiers de l'heure ainsi que des détections contextuelles, d'accord. L'équivalent EDR Core du sandboxing, qui était l'APT blocker sur la partie TDR. Aujourd'hui, ça va être l'intelligence collective, d'accord, où l'exécution d'un programme est classifiée d'une part, mais il y a d'autres techniques de catégorisation qui s'appuient sur l'intelligence artificielle qui vont être utilisées pour classifier les programmes.
La mise en quarantaine, le kill d'un process ou l'isolation d'un poste sont des choses qui étaient disponibles sur TDR et qui sont toujours disponibles sur EDR Core. Ceci dit, la désinfection ou le fait de nettoyer un poste après une infection n'est pas inclus dans EDR Core. D'accord? Par exemple, le nettoyage de la base de registre après une infection ne sera pas fait automatiquement, contrairement à ce que faisait le TDR. Ceci dit, EDR Core va hériter de la technologie anti-temper de la partie endpoint protection, d'accord? C'est le fait on puisse pas désinstaller facilement l'agent. Il hérite également de toute la partie détection contextuelle et de la technologie anti-exploit de l'agent endpoint, d'accord? Donc on a quand même une évolution qui est faite en termes de sécurité. L'agent EDR Core est plus performant que l'ancien agent TDR. Alors je vous parlais de PDR tout à l'heure. Pour le coup, le PDR comprend beaucoup plus de services et de fonctionnalités de sécurité que le DR Core, d'accord? Donc avec notamment la partie threat hunting avec le service managé, le Zero Trust Application Service qui est une spécificité de la partie WatchGuard PDR. Euh, donc si jamais les clients, comme je vous le disais, veulent un niveau de sécurité plus élevé, veulent remplacer leur antivirus ou autre, il faudra partir sur le PDR qui offrira un niveau plus élevé de sécu et qui fonctionnera parfaitement avec la partie thread sync. Donc, chose importante, EDR Core n'inclut pas les autres solutions de sécurité comme le pare-feu, le filtrage d'URL qu'on trouve dans la suite de sécurité endpoint. Mais par contre, il offre la possibilité d'upgrader vers le PDR et cela sans aucune réinstallation nécessaire. D'accord, c'est le même agent qui fait tourner les différents moteurs. Donc en gros, s'il y a un upgrade, enfin une évolution de licence de DR Core vers le PDR, vous n'aurez rien à réinstaller, ça se fera directement au niveau de l'agent. Et autre chose importante, tous les modules, donc patch management, total encryption, etc., ne sont pas supportés non plus par EDR Core. Ok? En termes de licence, donc ThreadSync et EDR Core font partie de la suite TSS. Je parlais du Firebox tout à l'heure. Donc c'est à partir du moment où vous aurez de la TSS que vous pourrez avoir des agents EDR Core et du coup commencer à travailler un petit peu avec la partie ThreadSync. Je fais juste une petite parenthèse sur la rétention des logs qui est censée passer, pour ceux qui n'avaient pas l'info, sur la Basic Security, on a un jour de rétention de log, on va passer à 90 jours bientôt, normalement à la fin du mois, je croise les doigts. Et pareil pour la Total Security, on va passer de 30 jours à un an de rétention de log directement dans le cloud. Donc, ce qui pourrait être intéressant pour la conservation des logs légaux, etc. Donc, c'est prévu à la fin du mois. Croisons les doigts pour que la deadline soit maintenue. Je vous rappelle du coup que DR Core, mais vous avez dû voir les news passer, j'imagine, est disponible depuis le 2 mars. Donc depuis cette date, les licences TDR Hot Sensor ont été dupliquées en licence EDR Core au niveau de WatchGuard Cloud. Donc elles apparaissent dans les inventaires des différents clients. Si jamais vous voulez acquérir de nouvelles licences EDR Core, ou si les clients veulent en acquérir, il faudra passer par l'activation d'une TSS, d'accord? Le nombre de licences disponibles va dépendre, donc TSS Total Security Suite sur un Firebox. Le nombre de licences disponibles va dépendre du modèle de Firebox acquis par le client, d'accord? Donc si on est sur un T20, T25, on aura 5 licences. Si on est sur un T40, T45, on aura 20 licences. Sur un M290, on aura 75 licences. Ceci dit, il faut bien garder en tête une chose très importante. Il ne sera pas possible d'acquérir de licence EDR Core seul, supplémentaire. D'accord? Donc si jamais un client souhaite des licences supplémentaires, il devra basculer sur de l'EPDR par exemple, qui est l'évolution logique. Ok. Ceci dit, pour les plus experts d'entre vous, vous aurez remarqué que le nombre de licences EDR Core correspond jusqu'au M290 au nombre d'utilisateurs recommandés sur les Firebox. Donc on va dire que sur les premiers niveaux de boîtier, la question ne se posera pas trop. Par contre, à partir du M390, effectivement, si le client a besoin de plus de licences, il faudra lui proposer de l'EPDR. Autre élément important, EDR Core et la partie Endpoint Protection ne sont pas compatibles. D'accord? Donc vous ne pourrez pas avoir un client qui a du WatchGuard Endpoint Protection et lui activer la partie EDR Core également sur son parc. Ça va être l'un ou l'autre. Donc EDR Core, il faut se dire que c'est quelque chose qui va venir
en supplément d'un autre antivirus classique, d'accord, qui ne sera pas un antivirus WatchGuard. Si jamais le cas de figure se produit, la suite logique, ça sera de migrer encore une fois le client vers de l'EDR ou de l'EPDR. Et enfin, je le rappelle, juste pour que ce soit bien enregistré aussi, hein, tous les modules endpoint, donc patch management, etc., ne peuvent pas être ajoutés à EDR Core. On va maintenant faire un petit tour sur la façon dont tout cela est représenté dans WatchGuard Cloud, et après je passerai sur la démo. Donc, dans WatchGuard Cloud, au niveau de l'allocation, les licences EDR Core vont apparaître dans le menu d'inventaire de manière assez classique, hein, dans la section Endpoint. Donc dans Inventaire, Endpoint, Allocation, vous allez pouvoir saisir le nombre de endpoints et la date d'expiration des licences. Donc encore une fois, là on est sur du classique pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les licences de la partie Endpoint Protection, EDR, EPDR. Il n'y a pas de grand changement là-dedans, sauf qu'on peut choisir maintenant du coup d'attribuer des licences d'EDR Core. Au niveau de la gestion des licences, on va voir apparaître les produits endpoint ainsi que les modules pour lesquels les licences sont disponibles, le type de licence, subscription, terme ou trial, les clés de licence, la quantité, la date d'expiration. Là encore, pareil, c'est des choses que vous connaissez. C'est juste que la partie EDR Core a été rajoutée dans cette partie-là. Avec les licences EDR Core, il est possible de lancer un essai pour du WatchGuard EDR ou du WatchGuard EPDR. D'accord? Quand la licence d'essai va expirer, les licences EDR Core vont redevenir actives de manière automatique. Ensuite, sur de l'évolution, on peut faire évoluer des licences EDR Core vers du WatchGuard EDR ou du WatchGuard EPDR. Comme je le disais tout à l'heure, pas besoin de réinstaller. D'accord? C'est le même agent qui fait tourner tout ça. Et derrière, tout ce qui est configuration, détection, etc. sont conservés. Donc toute la télémétrie qui aura été remontée par l'EDR Core sera conservée et toujours disponible dans la console EDR ou EPDR. Au niveau de l'interface d'administration, donc il y a une interface d'administration spécifique à l'EDR Core, d'accord. Soit dit en passant, elle ressemble énormément à ce que vous pouvez connaître sur l'interface d'administration de WatchGuard EDR. Donc pareil, si vous avez l'habitude d'administrer la partie Endpoint Protection, vous ne serez pas dépaysé à ce niveau-là. Pour la mise à jour des host sensors vers l'EDR Core, euh, toutes les personnes qui utilisaient TDR peuvent upgrader les host sensors vers EDR Core, d'accord, depuis WatchGuard Cloud, ou le faire vers n'importe quel produit endpoint. Pour ce faire, il faut aller dans la partie administration, upgrade de TDR with endpoint security, je vous montrerai tout à l'heure. Il faut juste faire attention, si jamais il y a du Panda qui est installé sur un des postes, on va recommander de ne pas procéder à la mise à jour, car en fait, l'installation de l'agent fera perdre l'accès à la partie Panda Cloud, et donc le endpoint ne remontera plus dans cette partie-là. Donc ce qu'il vaut mieux faire dans ce cas de figure-là, s'il y a des clients qui sont encore sous du Panda, ça sera de les migrer vers du WatchGuard Cloud et à partir de là d'activer la partie EDR Core. Lorsqu'on clique sur Upgrade, le processus de mise à jour se lance automatiquement, d'accord, et la partie EDR Core va être installée. Pas besoin de réinstaller l'agent de la protection. Et surtout, le TDR Host Sensor va être automatiquement désinstallé des postes. D'accord? Si jamais il y a déjà un produit endpoint qui est installé sur un des postes, par exemple de l'EDR ou de l'EPDR, il restera installé sur le poste, d'accord? Il ne sera pas touché par l'upgrade. Je vais basculer sur la démo. Hop là. Alors, donc, par rapport à ce que je vous disais sur la partie migration, en fait, on a ici un menu qui est apparu, d'accord? Upgrade TDR to Endpoint Security, qui va permettre justement d'upgrader la partie TDR vers la partie WatchGuard EDR Core. D'accord. Est-ce que j'ai des éléments Panda qui sont installés? Auquel cas, on conseille de ne pas le faire, d'accord? De contacter le support. Comme je vous disais dans la démarche, ça sera de migrer avant les clients vers WatchGuard Cloud et ensuite éventuellement de les faire évoluer vers le DR Core. Si jamais il n'y a pas de Panda d'agent
Panda Endpoint qui sont installés. D'accord, on va pouvoir lancer l'upgrade directement depuis la console. Alors là, je le fais sur l'overview, mais après, si on va le faire, on peut le gérer effectivement client par client si on le souhaite. D'accord, plutôt que de le faire en one shot. Au niveau des trials, d'accord, ici je vais pouvoir activer des trials. Comme je vous le disais, quand on a un client qui est en EDR Core, on va uniquement pouvoir lancer un trial sur de l'EDR ou de l'EPDR, hein, dans la mesure où EDR Core n'est pas compatible avec la partie Endpoint Protection. Forcément, on ne va pas proposer de trial sur ce produit-là. Ok, bon, après on peut choisir les différents modules de manière classique quand on lance un trial sur un environnement de client. Donc, avant le XDR, pour la partie monitoring, alors avant le XDR, du coup, c'est peut-être ce que vous faites aujourd'hui. euh, on doit se rendre en fait sur chaque console, d'accord, d'administration du produit en question pour vérifier un petit peu ce qui se passe. Donc là, j'ai l'état général. Ok, je vais aller regarder sur les malwares. J'ai des malwares qui ont été bloqués sur un poste, etc. Pas de souci. Sur la partie indicateur d'attaque, ça va être la même chose. On va devoir aller sur le menu indicateur d'attaque, d'accord, et puis aller regarder un petit peu ce qui se passe. Euh, c'est là en fait que tout à l'heure j'ai parlé de la limite entre l'EDR, les technologies EDR, donc le PDR et XDR. C'est que typiquement sur un indicateur d'attaque, alors hormis sur les indicateurs d'attaque liés au brute force RDP où on va pouvoir faire en sorte de mettre le poste en mode confinement, d'accord, pour éviter qu'il se fasse attaquer de nouveau. Euh, Sur le reste des indicateurs d'attaque, en fait, on va plus avoir au niveau de la console des recommandations, d'accord, sur ce qu'il est conseillé de faire quand un indicateur d'attaque de ce type-là se produit. Ce que vous verrez en fait tout à l'heure, ce que je vais vous montrer sur la partie configuration des règles de rémédiation justement liées à l'XDR, c'est qu'en fait on va pouvoir prendre des indicateurs d'attaque et apporter une réponse à ces indicateurs d'attaque. Donc on va pouvoir automatiquement isoler le poste, skiller le process qui est à l'origine de l'IOA, etc., etc. Donc en fait, ça vient vraiment en complément et ça permet d'amener la solution d'EDR vers enfin une dimension plus globale et donc d'être encore plus réactive et plus efficace qu'elle ne l'est en étant toute seule dans son coin. Pour la partie, bon, je fais le tour rapidement, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu, enfin, en gros, dans la logique où il faut aller sur chaque console pour regarder les différentes alertes. Donc, je vais avoir pareil sur la partie device, d'accord, sur le Firebox. Si je veux aller regarder les logs du boîtier, je vais aller sur la partie log, alors, log brut. Je vais aller sur un dashboard de security qui sera un peu plus intéressant. D'accord, on voit qu'il y a des pays qui sont bloqués, on voit que l'APT a bloqué un fichier exe. On va savoir ici quel est le poste ou le nom d'utilisateur, d'accord, qui a tenté de récupérer l'élément malicieux. Et donc, encore une fois, il faut aller se balader dans la console, dans les différents menus, ce qui fait qu'en cas d'attaque, des fois, ou pour assembler les pièces de puzzle dont je parlais tout à l'heure, on peut passer quand même pas mal de temps, ce qui est un petit peu dommage. Non, parce que c'est comme ça qu'on travaille jusqu'à présent, mais en l'occurrence, c'est à ce genre de problématique justement que va permettre de répondre le XDR. Donc, je vais aller maintenant sur ce compte-là et on voit ici qu'il y a une partie monitoring, menace, d'accord. Et pour le coup, là, on rentre dans la partie threat sync où justement la corrélation des événements va être faite entre la partie firewall et la partie endpoint protection. Alors, on peut le voir d'une manière globale également en tant que service provider. L'avantage, c'est qu'on va avoir toutes les alertes. Hop, je vais changer la profondeur d'affichage des données. On peut avoir toutes les alertes de tous les clients qui vont s'afficher ici. Donc pareil, gain de temps sur la partie recherche, monitoring, suivi de ce qui se passe, etc. D'accord. Si je vais plus précisément sur ce client-là,
Donc dans un premier temps, quand on va activer la partie thread sync, d'accord, ça fait essentiellement de l'alerting, dans le sens où les politiques de rémédiation, il va falloir les définir, d'accord. Donc en faisant de l'alerting, on va voir tout ce qui se passe aussi bien sur les postes de travail, on voit ici que c'est sur le PC de mode qui s'est passé quelque chose. En gros, c'est une URL malicieuse qui a été bloquée par le Firebox, et l'utilisatrice a tenté d'y activer l'utilisatrice. C'est mode le PC, donc j'imagine que c'est une utilisatrice a tenté d'y accéder depuis Chrome. D'accord. Donc au début, ça va faire essentiellement de l'alerting. Donc ça permet, ce qu'on disait, hein, de consolider toutes les informations remontées par la partie sécu, du coup firewall et endpoint, et on va attribuer un critère de criticité, d'accord, en fonction de l'élément qui a été détecté. On va pouvoir afficher quelques filtres, d'accord. Je vais enlever les IOA et les URL malicieuses. En fait, on va pouvoir jouer du coup sur les informations qu'on va afficher. Euh, Ici, on voit, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure où on avait juste des actions, qu'il y a une action de rémédiation, pas des actions, pardon, mais de l'information. Ici, on va avoir une action de rémédiation automatique, d'accord, qui va avoir été faite. Donc, en l'occurrence, le process a été kill. Alors là, je suis sur une console qui est en lecture seule. Je vous montre juste après sur une console en lecture-écriture, parce qu'on peut le faire directement depuis la console. D'accord. Donc, l'idée, à terme, c'est de créer des règles justement d'automatisation de réponse à certains comportements. Donc, un niveau de criticité, depuis quel type de source provient la menace, et quel type de menace est-ce qu'on va vouloir adresser et de quelle manière. Donc est-ce que je kill le process, est-ce que j'isole le poste, etc., etc. Et si on fait un filtre sur la partie malware, donc on voit ici que du coup les fichiers sont automatiquement supprimés, d'accord, par la solution. Donc fichiers en l'occurrence vérolés, qui vont être automatiquement supprimés par la solution. Je vais basculer sur l'autre console pour vous montrer un petit peu plus de choses. Hop, ici. Donc à ce niveau-là, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en gros vous avez deux menus, d'accord? Un premier qui fait un résumé en fait de ce que vous avez sur la période donnée. Donc je suis depuis le 1er novembre jusqu'à aujourd'hui, avec le risque lié aux éléments, d'accord? Et plus le rond est gros, en fait, plus on a eu des hits sur ce type de risque de niveau 1, d'accord? Quand je vais sur la vue incident, donc c'est la vue que je vous montrais tout à l'heure, où il y a des choses beaucoup plus détaillées. Typiquement, si je clique sur un élément, donc là j'ai des droits de lecture-écriture sur la console, vous voyez que je peux isoler le device, d'accord, directement depuis l'événement. Okay, dans la mesure où là, en fait, en l'occurrence, sur ce type d'événement, d'indicateur d'attaque de niveau 8, on n'a pas de rémédiation automatique, de règles de rémédiation automatique qui sont mises en place. Si je veux mettre une règle de rémédiation automatique, je vais aller sur la partie configuration de ThreadSync, d'accord. On va retrouver ici des adresses IP qui auront été bloquées de manière automatique par le firewall, d'accord. Typiquement, j'ai un utilisateur, alors malheureusement, je pense que vous mettez pas tous en place le déchiffrement HTTPS sur les Firebox, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il y a énormément de menaces qui vont être récupérées par les postes, d'accord, à travers des flux chiffrés. Si le Firebox ne fait pas son analyse, il passe pas l'analyse antivirale de flux, il passe pas l'APT bloqueur, il passe pas l'antivirus intelligent. Euh, donc c'est une zone d'ombre, d'accord, parce que le Firebox, quand il va travailler seul, en gros, ne verra absolument pas passer l'élément et il pourra rien faire qu'une fois que l'élément est récupéré sur le poste. Avec le XDR, en fait, ce qu'on peut mettre en place, c'est faire en sorte que du coup, dès qu'un élément vérolé a été récupéré, téléchargé sur le poste, d'accord, la partie endpoint va envoyer l'information à ThreadSync pour dire, écoute, il y a tel élément qui a été récupéré sur tel IP public, c'est une cochonnerie, donc tu vas demander au Firebox de
blacklister l'adresse IP depuis laquelle cet élément a été récupéré. D'accord? Donc là, on a vraiment la communication qui va se faire entre la partie endpoint et la partie firewall. Et typiquement, on imagine un cas d'une attaque de phishing où justement les utilisateurs vont aller cliquer sur le lien et récupérer une cochonnerie. En gros, il y en a un ou deux peut-être qui auront le temps de le récupérer, parce que ça sera dans un flux chiffré, donc pas détectable par le firebox. Une fois que l'endpoint va le détecter, d'accord, il va envoyer l'information au firewall qui va pouvoir bloquer l'adresse IP publique et de ce fait bloquer la propagation de la menace et empêcher les utilisateurs d'aller récupérer, alors les utilisateurs qui cliqueraient sur le lien, d'aller récupérer l'élément véreux. Donc ici, on va retrouver toute la liste des adresses IP qui auront été bloquées de manière automatique. D'accord. À ce niveau-là, on va définir tous les boîtiers liés au compte qu'on veut enrôler dans la partie ThreadSync également, d'accord, parce qu'on n'est pas obligé de tous les enrôler. Et sur la partie Automation Policy, donc c'est ici qu'on va définir les politiques de rémédiation, d'accord, de réponse à un incident. Donc par exemple, je vais l'appeler un peu bêtement indicateur d'attaque, celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la rémédiation. On peut faire de l'archive également, c'est-à-dire tout ce qui est qui a un niveau low, d'accord, on va l'archiver automatiquement pour pas que ça pollue les logs. Et sur la partie rémédiation, donc on va dire un indicateur d'attaque qui est entre un niveau 8 et 10, d'accord. Je choisis ici un niveau A. Sur un poste de travail. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, ben, je vais supprimer le fichier, isoler le poste, ou alors qu'il le process malicieux. D'accord. De ce fait, là où, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sur la partie purement EPDR, en fait, l'indicateur d'attaque qui va être remonté, juste pour information, et après les mesures de rémédiation, on va dire, il va falloir les prendre à la main. Avec la partie XDR, on va pouvoir justement automatiser ça. Donc dès que j'ai un indicateur d'attaque, je vais aller isoler le poste. Comme ça, au moins, on évite que le temps de faire la vérification, en fait, si c'est un indicateur d'attaque avéré ou non, on évite que la menace puisse éventuellement se propager. D'accord? Après, au niveau des types de devices, aujourd'hui, donc ça fonctionne avec la partie endpoint et la partie firebox. À terme, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que la partie Wi-Fi va rejoindre la danse également et la partie MFA. Donc on pourra avoir des actions encore plus croisées et encore plus précises sur ce qu'on voudra mettre en place en termes de rémédiation automatique. Hop, je vais repasser sur les slides pour la dernière partie. Donc pour aller plus loin, je vous lisais juste, enfin à la fin de la petite démo, à terme, tous les produits vont intégrer ThreadSync et vont venir l'alimenter, d'accord? Sur Q2, il est prévu que le Wi-Fi soit intégré dans la partie ThreadSync. Donc Wi-Fi en licence USP, d'accord? Il y a deux niveaux de licence de Wi-Fi, ça sera en USP uniquement qu'il bénéficie, qu'on pourra l'intégrer à la partie ThreadSync. Et ensuite en Q4, c'est la partie Hotpoint qui va rejoindre la danse également. Il y a des API qui sont pas encore disponibles pour tout ce qui est récupération justement d'informations liées aux alertes, etc., qui sont générées par la partie ThreadSync. C'est quelque chose qui va arriver en Q2 également. Donc ça pourra venir après nourrir d'autres systèmes que vous auriez en place chez vous. Euh, L'idée derrière tout ça, alors là, c'est pas uniquement lié à ThreadSync, mais c'est vraiment le fait de faire communiquer entre les différents produits. Vous le savez, alors si vous le savez pas, vous l'apprendrez, mais on a la possibilité de faire en sorte que pour une connexion VPN, d'accord, en plus de la mise en place du MFA pour la sécuriser, on puisse conditionner l'accès à la présence de la partie Endpoint Protection sur le poste. C'est-à-dire qu'un poste qui n'a pas été, qui n'est pas passé dans les mains des administrateurs ou qui n'a pas été préparé par vous, ne pourra pas se connecter en VPN sur un Firebox, d'accord, s'il n'a pas l'agent. Donc ça permet de rajouter de la surcouche de sécurité. C'est des choses qui vont venir, pareil, alimenter après la plateforme ThreadSync, d'accord, et un poste, du coup, ce que je disais, qui n'a pas d'agent, etc., ne pourra pas se connecter. Et derrière, pour le Wi-Fi, c'est pareil. En fait, on va pouvoir gérer les SSID d'une manière classique, mais faire en sorte que un utilisateur, un poste ne puisse se connecter au réseau corporate que et uniquement si il a l'agent
EPP, EPDR, EDR installés sur le poste, d'accord? Et on va pouvoir également, en allant plus loin, coupler la partie je me connecte sur un SSID et je rajoute une surcouche d'authentification avec du MFA pour m'assurer que c'est bien mon utilisateur qui se connecte et éviter que des usurpations d'identité ou autre sur la partie Wi-Fi. Après, on peut aller encore plus loin dans le sens où on peut imaginer qu'un utilisateur dont le compte aurait été serait corrompu, aurait des tentatives de connexion à répétition via du hotpoint avec des notifications push pardon, qui seraient rejetées. Et on va pouvoir imaginer lorsque cet utilisateur se présente par exemple sur le réseau, lui couper les accès, interdire l'accès à la partie VPN, etc., etc. Au niveau de ThreatSync, en fait, l'avantage est de par les produits que propose WatchGuard, du coup la partie Firebox, Endpoint Protection, Wi-Fi et MFA, on va pouvoir aller très loin dans les scénarios de rémédiation et d'interopérabilité entre tout ça. Au final, il y a juste notre imagination, l'imagination de Ricardo que je vous montrais tout à l'heure, et vos suggestions peut-être d'idées qui seront une limite justement à ce qu'on pourra faire. Donc si vous avez des idées, faut pas hésiter à nous les faire passer, et puis on se fera un plaisir de les soumettre au product manager. Pour acquérir du coup le XDR, ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui ça fonctionne en Firebox TSS avec la partie WatchGuard de PDR. D'accord. Après, les autres produits vont se rejoindre la partie. En gros, l'intérêt, c'est plus on va avoir de produits qui vont rentrer dans la plateforme ThreatSync, d'accord, plus il y aura de valeur ajoutée proposée par le XDR. Il faut savoir que la partie ThreatSync, c'est quelque chose qui est gratuit, d'accord. Il n'y a pas de surcoût, on peut l'activer. Enfin, c'est pas une licence supplémentaire qu'on va devoir payer ou autre. Mais après, les avantages de ThreatSync sur WatchGuard Cloud, ça répond à ce dont je vous parlais tout à l'heure sur l'XDR, c'est une interface unique et consolidée, d'accord, qui va permettre de donner une gestion centralisée, de la visibilité sur des incidents, des alertes et des actions de réponse. Et du coup, après, ça va être enrichi par toutes les fonctionnalités ThreatSync qui vont arriver par la suite.